bienvenue à cette nouvelle séance commune à l'Université Paris 1 et à la FDT. Ce sont des séances que l'on a inaugurées il y a maintenant 2 ans. C'est donc une séance en distanciel. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Hervé Lanouzière qui va vous présenter la séance d'aujourd'hui donc sur le CSE et les questions de l'environnement. En tout cas, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui et je passe tout de suite la parole à Hervé qui va piloter cette séance. À toi, Hervé. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, vous êtes nombreux à vous être inscrits à cette séance. Ce n'est pas tout à fait surprenant parce que c'est un sujet dont on s'est aperçu en le construisant que finalement, beaucoup de gens se posaient beaucoup de questions et étaient donc plus curieux d'avoir nos réponses ou d'avoir les réponses pour qu'elles existent que finalement d'intervenir. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, on était sur un champ qui n'était pas stabilisé, qui est en construction. Donc, je crois qu'on peut tous être à l'aise ce soir pour se dire qu'on va travailler ensemble pour finalement faire part de nos points de vue, de ce qu'on comprend les uns les autres, d'où on est de cette nouvelle problématique qui arrive, de cette nouvelle compétence du CSE, dans la mesure où rien, encore une fois, n'est vraiment arrêté. Donc, on va pouvoir poser beaucoup de questions. On a le droit à la naïveté à travers la manière dont on va s'interroger les uns les autres. Le thème, c'est effectivement le nouveau rôle du comité social et économique en matière d'environnement, quels enjeux et comment le mettre en œuvre. Donc, je voudrais juste introduire quand même en rappelant que historiquement, les relations entre l'environnement et le travail, pour le dire de manière un peu simple, elles ont toujours été ambivalentes, pour ne pas dire antinomiques en entreprise. L'environnement, pour ceux d'entre nous qui s'en souviennent, ça a longtemps été perçu comme une menace pour l'emploi. Et à titre d'exemple, si on se souvient ne serait-ce que de cet exemple-là, mais il y en aurait beaucoup d'autres à citer, l'explosion de la ZF à Toulouse, moi, m'avait marqué en 2001, parce qu'on se souvient que le débat s'était cristallisé pendant un temps sur l'alternative, maintien de l'activité locale et donc de l'emploi versus protection de la population générale. On avait des manifestations dans Toulouse avec des personnes qui demandaient à ce que l'entreprise quitte définitivement le secteur et puis d'autres personnes qui demandaient à ce que l'entreprise reste sur le secteur. Et on était sur un débat finalement assez classique de cette opposition qu'on retrouve aussi, y compris de manière plus infra au sein même de l'entreprise, entre travailleurs et citoyens, qui n'est pas tout à fait nouvelle. Et on peut la retrouver d'ailleurs dans le débat aujourd'hui, y compris quand on revoit les débats sur la relance du nucléaire, où on a certaines organisations syndicales qui prennent clairement position pour l'énergie nucléaire, de peur de voir leur emploi mis en cause, et donc toute une rhétorique défensive et justificative qui en découle, et quand je dis ça, ce n'est pas du tout péjoratif ni un jugement, mais qui ne prend pas tant finalement ses sources dans un débat public transparent que dans le parti pris finalement tout à fait compréhensible de préserver son activité coûte que coûte et de préserver effectivement l'emploi sur le secteur. Donc de manière encore plus concrète, dans l'entreprise, moi, j'ai tout souvent frappé par les débats qu'il peut même y avoir entre l'ingénieur sécurité et l'ingénieur environnement, avec l'application des règles environnementales et l'application des règles sociales qui peuvent donner parfois naissance à de véritables conflits de normes. Un exemple tout à fait classique qu'on rencontre en entreprise très régulièrement, l'ingénieur sécurité qui fait en sorte que l'ensemble des polluants qui sont émis dans l'entreprise sur les postes de travail soient rejetés à l'extérieur pour protéger l'air et faire introduire en permanence de l'air sain dans les ateliers. Et puis l'ingénieur environnement dans la même entreprise qui, lui, va se battre pour qu'on mette en place un système de recyclage pour qu'on ne rejette rien à l'extérieur. Donc, on est un petit peu dans ce débat qui peut paraître très binaire, mais où on voit bien qu'il y a un conflit de normes, un réel conflit de normes entre finalement la protection de l'environnement et la protection du travail. Donc, on voit bien que ce débat, il est loin d'être théorique, et dans l'exemple que je viens de citer, il y a des enjeux extrêmement importants, y compris d'investissement. Le choix purement technique de mettre en place des rejets extérieurs ou des systèmes de recyclage n'est pas du tout neutre sur le plan technique, mais pas du tout neutre non plus sur le plan des résultats. Alors, c'est une controverse en fait que la loi nouvelle nous met en tout état de cause explicitement en demeure finalement de traiter. Aujourd'hui, on doit se poser la question finalement de quelle est la compétence et ce que signifie de consulter le CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, autrement dit, la loi nous demande d'en parler, alors parlons-en. Et de manière un petit peu provocante, je poserai un certain nombre de questions à nos intervenants. Je vais les présenter juste après. Mais la première des questions, ce serait peut-être effectivement quel est l'intérêt finalement pour les salariés d'aborder cette question, si on reprend les exemples que je viens de citer, quel est leur intérêt à agir?
D'une part, évidemment, on voit bien qu'il y a une activité, alors j'en vois plusieurs, hein, mais je laisserai notre premier intervenant, M. Portier, probablement réagir à ce que je vais dire. Mais la première d'entre elles, c'est d'abord effectivement qu'on a tous en tête qu'une activité qui est nuisible pour l'environnement, elle a de fortes chances d'être nuisible et d'avoir des effets encore plus concentrés en termes d'exposition pour les travailleurs et sur les conditions de travail des travailleurs. Donc, la mise en œuvre d'agents chimiques dangereux, on le sait bien, si elle a un effet sur l'environnement, elle en a probablement nécessairement, et a fortiori, j'ai envie de dire, sur les salariés. En tout cas, on peut faire cette hypothèse. D'autre part, on a une autre approche qui est le fait que nier la moindre acceptabilité du risque environnemental d'une entreprise par la population générale, aujourd'hui, ça revient à faire l'autruche et probablement à foncer dans le mur, avec un risque fort de voir se réaliser finalement la crainte d'une délocalisation ou d'une suppression de l'activité à la faveur d'un changement de réglementation. Donc, il est dans l'intérêt des parties prenantes, et je fais exprès d'utiliser le terme partie prenante pour vous faire réagir, il est dans l'intérêt probablement des parties prenantes de concilier leurs intérêts respectifs en la matière. Alors, ça nous renvoie à la logique de précaution, qui n'est pas, on le sait bien, l'absence ou la présence d'un risque, mais la détermination des conditions auxquelles on accepte tous de prendre ce risque. Donc, quelle pourrait être aujourd'hui la finalité de l'information et de la consultation du CSE? Ça va être la première question que je vais poser à Monsieur Portier, hein, en tout cas une des questions que je vais lui poser. Le CSE, ce n'est pas un salon où l'on cause des bienfaits au nom de l'activité sur l'environnement. Est-ce qu'il doit s'exprimer? Est-ce qu'il doit exprimer un point de vue citoyen? C'est ça qu'on attend de lui, à la place et lieu du citoyen? Est-ce qu'il doit donner un blanc-seing à la politique de l'entreprise en matière environnementale? Est-ce qu'il exerce un contrôle social? Est-ce que c'est une forme de police interne de l'environnement qu'on veut lui confier? Est-ce qu'il se doit déléguer un rôle de surveillance pour le compte de la société civile? Doit-il au contraire montrer les voies de la conciliation des contraires? Si on donne un droit de regard au CSE, c'est bien pour qu'il puisse infléchir les choix ou faire prendre en compte les conséquences de ces choix par l'entreprise. Autrement dit, est-ce qu'on a une réflexion et une vision beaucoup plus stratégique et beaucoup plus politique des choses? C'est ces sujets-là qu'on va aborder. Et puis, avec un autre risque que je voulais évoquer d'emblée, c'est que l'intégration de l'environnement dans les compétences du CSE, en tout cas, peut faire craindre à un certain nombre d'entre nous de rendre finalement le CSE, excusez-moi l'expression, un peu ventru, c'est-à-dire avec cette idée que qui trop embrasse mal étreint. Est-ce que le CSE aujourd'hui est en capacité d'aborder ces problématiques environnementales en plus de toutes les autres attributions qui sont les siennes? Alors, je serais tenté de dire, et peut-être aussi pour lancer un peu le débat, que c'est peut-être une des conséquences inéluctables aussi de la fusion des instances représentatives du personnel, hein. La volonté de traiter toutes les conséquences potentielles d'une décision stratégique de l'entreprise, eh bien évidemment, elle induit de traiter toutes les incidences au même niveau, et notamment au niveau stratégique du CSE. Alors, la transition énergétique, et je vais en conclure par ça, elle montre que certaines entreprises vont être confrontées à des changements de modèle économiques plus ou moins radicaux suivant leur positionnement dans la chaîne de valeur. Et donc, en tout état de cause, pour les représentants des salariés, la problématique environnementale, elle s'impose à leur agenda, ne serait-ce qu'en termes de compétences et donc de formation, d'emploi, de salaire, de conditions de travail. Voilà, je voulais l'introduire de cette manière-là. J'en reposerai quelques questions un peu après. Pour l'ensemble de nos débats, donc on a aujourd'hui des intervenants de différentes casquettes, de différents registres. Évidemment, c'est par une introduction du sujet juridique qu'on va commencer. Donc, c'est Tatania Sachs, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre, donc qui va nous présenter le panorama juridique. Dans quel panorama juridique se trouve-t-on exactement? Et puis, donc, je donnerai ensuite la parole et on échangera avec nos trois intervenants en table ronde. Donc, Philippe Portier, qui est secrétaire national de la CFDT, chargé du dialogue social et des questions environnementales. Et je sais qu'il a un point de vue et que la CFDT a un point de vue et qu'il a un point de vue sur ces questions-là. Évidemment, Monsieur Jean-Claude Reyes, qui est DRH d'Osiris, qui est une plateforme de la chimie, les Roches-Roussillon, une plateforme qui est très, très originale et que nous avons fait exprès d'inviter parce qu'il se trouve que les entreprises de la chimie ont bien évidemment déjà une réflexion très, très avancée sur les questions d'articulation, santé au travail, environnement et compétences du CSE. Donc, probablement que si beaucoup d'entreprises ne savent pas comment elles vont aborder cette nouvelle compétence, eux ont une idée sur le sujet et vous verrez qu'ils ont une activité très originale. Ce sera intéressant d'avoir leur expérience et leur point de vue. Et puis, nous aurons aussi l'intervention de Philippe Duchamp, qui est expert CECAFI, donc un cabinet d'expertise bien connu et qui nous dira la manière dont effectivement, ils sont d'ores et déjà peut-être saisis sur le terrain d'un certain nombre de situations. Je pense qu'il pourra nous faire part d'un certain nombre de retours d'expérience, puis comment ils voient eux en tant qu'experts, la manière dont ils vont pouvoir outiller nos CSE. Donc je donne tout de suite la parole à Tatiana pour l'introduction générale et puis à tout à l'heure pour la table ronde. Merci beaucoup. Juste, Tania, juste un détail Oui, logistique. je t'en prie. Donc, si vous, voilà, le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à poser des questions aux intervenants.
en utilisant le chat ou à faire des remarques. Hein, on y répondra avec plaisir. Voilà. Pardon pour cette interruption, je te repasse la parole, Tania. Non, merci beaucoup pour cette invitation, pour introduire cette thématique qui, effectivement, s'impose à nous parce qu'il y a eu la loi climat et résilience, mais plus largement parce que c'est un sujet qui s'impose à nous en tant que citoyens. Je voulais m'assurer que vous voyez bien le PowerPoint, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Alors, donc, comme l'a dit Hervé Lanouzière, donc le sujet s'impose à nous, notamment à la suite de l'adoption de la loi, je vais dire son vrai nom, son nom complet, une première fois, et après je vais l'abandonner parce qu'il est un peu fastidieux. Donc la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Donc, on va l'appeler la loi climat et résilience, c'est quand même plus commode. Donc, la loi climat et résilience qui date du 22 août et qui est l'aboutissement d'un processus d'adoption assez original, puisqu'elle a été précédée par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Et à la suite de la Convention citoyenne pour le climat, qui a achevé ses travaux à l'été-automne 2020, et son dernier rapport, le rapport définitif, date de janvier 2021. Donc, à la suite des travaux de cette convention, le législateur a pris le relais et après quelques mois de travaux, adopté donc la loi en août dernier. Je ne vais pas revenir parce qu'il est déjà 17h50, alors je voudrais être sûre que la table ronde ait le temps qui lui est imparti et qu'il y ait des questions. Je ne vais pas revenir en détail sur ce processus original, peut-être simplement souligner quelques points. Il me semble que le fait d'être passé par une convention citoyenne met en lumière le caractère multidimensionnel du défi que constitue la transformation écologique, qui soulève des questions d'environnement, d'écologie, mais aussi économique, sociale, technologique, sanitaire, etc. Le fait d'être passé par la convention, d'avoir utilisé ce procédé, illustre aussi le fait qu'il faut mobiliser une pluralité d'acteurs, des experts sur ces différents thèmes, mais aussi des profanes, des politiques. Et enfin, il me semble que la Convention, le fait d'être passé par la Convention, même si toutes les propositions de la Convention n'ont pas été reprises et ça a été largement discuté, montre que ce qui est important, c'est de créer des espaces de délibération, que la pensée de la transition et de la transformation écologique nécessite une délibération. Et je pense qu'il faut avoir ça bien en tête pour comprendre notamment l'utilité de ces procédures d'information, consultation au niveau de l'entreprise, ce qui est vrai au niveau national, l'utilité des délibérations est vrai au niveau de l'entreprise. Alors, la loi climat et résilience est donc organisée autour de verbes: consommer, produire, se déplacer. Et parmi ces verbes, donc, il y a les verbes produire et travailler, qui constitue un des titres de la loi climat et résilience. Et dans ce titre, produire et travailler, un chapitre est intitulé Adapter l'emploi à la transition écologique. Et c'est dans ce chapitre que sont inscrites les dispositions dont on va discuter aujourd'hui. Alors, on le sait, l'architecture de la loi et l'emplacement des dispositions seront vite oubliés, mais je tenais à les rappeler parce qu'il me semble, et ça prolonge les remarques introductives d'Hervé Lanouzière, le fait que les questions du travail soient inscrites sous une appellation adaptée, l'emploi à la transition écologique, révèle, il me semble, l'ambiguïté qui frappe la place du travail dans la conception de la transformation écologique. On peut évidemment se réjouir du fait que le travail ait sa place et que le droit du travail ait sa place dans la loi climat et résilience, mais on peut craindre que les considérations sociales s'effacent ou soient peut-être même, le terme est peut-être excessif, mais écrasées par les préoccupations environnementales. Je pense qu'on y reviendra dans le cadre de la table ronde. Et tout l'enjeu, Hervé Lanouzière l'a dit, est d'essayer de sortir de cette opposition entre social et environnemental. Alors, de manière très peu originale, je vais commencer par vous présenter assez brièvement, parce que Pascal m'a dit qu'il fallait être concise, donc je vais vous présenter assez brièvement les principales dispositions de la loi climat et résilience qui portent sur les attributions du CSE, pour ensuite vous livrer quelques clés d'interprétation à partir des fonctions, il me semble, de ces nouvelles attributions, les finalités, les fonctions de ces nouvelles attributions. Alors d'abord,
En quoi consistent ces nouvelles attributions? Quels sont les moyens, la panoplie des moyens qui a été octroyée au CSE? Donc, à plusieurs reprises dans le Code du travail, il est dorénavant précisé que le CSE a des attributions, doit prendre en compte dans les procédures d'information-consultation, je reprends l'expression utilisée dans le Code du travail, les conséquences environnementales des décisions prises par les directions d'entreprise. Alors, au risque d'être un peu technique, il m'a semblé quand même important de préciser qu'il y a 3 modalités d'inscription de la nécessité de prendre en compte les conséquences environnementales dans le cadre des procédures auprès du CSE. 3 modalités qui peuvent susciter des difficultés d'interprétation. La première modalité, on la retrouve dans l'article L2312-8.1 du Code du travail qui porte sur les attributions d'ordre général du CSE. Et dans cet article, le législateur a rajouté à la fin de cet article que les procédures d'information-consultation doivent être menées notamment au regard des conséquences environnementales. Selon cette première modalité, il me semble que le CSE doit être informé et consulté notamment au regard des conséquences environnementales, sans qu'il soit nécessaire de dissocier formellement l'information-consultation sur les conséquences environnementales. Tout autre est la modalité inscrite à l'article L2312-8-3, pas -3.3 de ce même article, donc, où après avoir listé dans le point 2 les mesures de nature, les mesures qui touchent à l'organisation générale, la marge générale de l'entreprise, qui doivent donner lieu à information-consultation, le législateur donc, liste ces mesures dans le point 2 et inscrit dans le point 3 que le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au point précédent. Alors, le fait d'avoir ajouté ce point 3 soulève quelques questions. Comment interpréter cet ajout? Obéit-il à un souci d'élégance rédactionnelle, c'est-à-dire le législateur n'a pas voulu ajouter à chacun des points qui touchent l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise au regard des conséquences environnementales, au risque d'être répétitif. Donc, est-ce que c'est un souci d'élégance rédactionnelle ou faut-il y voir la nécessité de recueillir un avis ad hoc en matière de conséquences environnementales? C'est notamment l'interprétation proposée par Jean-Yves Kerbouche dans un article à la Semaine juridique sociale. Évidemment, à l'évidence, la seconde interprétation permet de donner une véritable place à l'évocation des conséquences environnementales. Troisième modalité qui, elle, prend place à l'article L2312-17 du Code du travail qui porte sur les attributions récurrentes. Il est alors précisé qu'au cours des consultations qui portent sur les orientations stratégiques, sur la politique sociale de l'entreprise, le comité est, et j'ai souligné, informé, mais il est bien écrit informé, non pas informé et consulté, informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ici, les conséquences environnementales feraient donc l'objet d'une simple information et non pas d'une information-consultation. Alors, cette interprétation peut être nuancée, sachant que les missions de l'expert qui sont rattachées à ces attributions du CSE ont, elles, été bien élargies à la question environnementale. Et donc, on peut penser que le CSE, nourri par le rapport des experts, serait amené à émettre des avis sur les conséquences environnementales, mais cet avis n'est pas obligatoire si on suit la lettre de l'article L2312-17 du Code du travail. Pour terminer ce panorama très descriptif de la place prise par la nécessité d'informer ou de recueillir l'avis du CSE sur les conséquences environnementales, un dernier point, on remarque l'absence de prise en considération des conséquences environnementales dans les attributions ponctuelles du CSE, notamment dans le cadre d'un licenciement économique. Le projet de licenciement, lui, ne doit pas donner lieu à une prise en compte des conséquences environnementales. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur la question. Pour celles et ceux qui voudraient creuser la question, je vous renvoie à un article d'Arnaud Casado dans le bulletin Joli Travail.
Alors, il est difficile d'expliquer ces différentes modalités d'inscription de la nécessité de prendre en compte les conséquences environnementales. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il me semble qu'il faut retenir deux choses qui constituent, à mon sens, l'apport de la nécessité de prendre en compte, d'inscrire, je dirais, les conséquences environnementales comme objet d'information consultation du CSE. Deux apports, il me semble. Premier apport, c'est l'incitation à prendre en compte, alors je reprends exprès un terme externalité, qui est un terme venu des économistes, qui à mon avis marque quand même fortement la pensée de la prise en compte de l'environnement en droit du travail, j'y reviendrai ultérieurement, la prise en compte des conséquences ou des externalités environnementales pour elles-mêmes, dans le cadre des relations professionnelles. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Évidemment, il serait erroné de considérer que jusqu'à présent, l'environnement était absent des relations professionnelles. Et ça a déjà été dit par Hervé Lanouzière, et on le sait, les questions de santé et sécurité au travail ont été l'occasion d'approcher les questions environnementales et de traiter les questions environnementales, notamment au regard de leurs conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs. Ça a été montré dans de nombreux travaux, notamment ceux de Caroline Van Hulst. Si nouveauté il y a dans les dispositions de la loi Climat et Résilience, c'est dans l'incitation à prendre en considération pour eux-mêmes, en eux-mêmes, les effets de l'activité, des décisions, des orientations de l'entreprise sur l'environnement. Et j'insiste, indépendamment, au-delà ou même indépendamment de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs. Ce qui va nécessairement ouvrir l'information consultation à de nouveaux objets, à des nouvelles dimensions. Je ne m'étends pas parce que ça va faire vraiment l'objet de la table ronde. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Il me semble que ce qu'il faut retenir de l'inscription des conséquences environnementales dans les attributions du CSE, au-delà de la diversité de ces modalités d'inscription, est-ce qu'il faut une simple information, une information consultation, est-ce qu'il faut un avis ad hoc ou pas, quelles que soient ces modalités, il me semble que l'important, c'est d'obliger les directions d'entreprise à produire de l'information en matière environnementale et à produire des informations sur les effets de leur activité sur l'environnement, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, sur l'usage de certains matériaux, sur les effets de ces activités sur l'environnement immédiat, les sols, les cours d'eau, etc., sur la biodiversité. Et évidemment, il me semble que cette obligation de produire de l'information environnementale est à mettre en lien aussi avec l'existence d'un droit d'alerte écologique que peut exercer notamment le CSE, mais je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette question. Donc, il me semble qu'il y a deux points à retenir, c'est la prise en compte des conséquences environnementales pour elles-mêmes et l'obligation patronale de produire de l'information environnementale. Cette incitation, cet encouragement et cette obligation même à prendre en compte les conséquences environnementales, c'est accompagné d'une adaptation. J'ai longtemps j'ai cherché un mot, puis je me suis dit que le mot adaptation était le plus approprié parce qu'on ne peut pas vraiment dire un enrichissement, et je reviendrai là-dessus plus tard, une adaptation des moyens mis à la disposition des CSE pour prendre en compte les conséquences environnementales. Alors, très rapidement, la base de données économiques et sociales devient la base de données économiques, sociales et environnementales. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce qu'on attend les décrets d'application qui ne sont toujours pas parus et donc on ne sait pas encore quels vont être les indicateurs que doit contenir la base de données économiques, sociales et environnementales. Deuxième moyen, c'est l'élargissement des missions des experts. Là encore, je ne vais pas m'étendre parce que Philippe Duchamp en parlera sûrement mieux que moi. Peut-être simplement souligner une chose, c'est que la mission des experts porte dorénavant sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social et environnemental qui sont nécessaires à la compréhension, et je cite la loi, des orientations stratégiques de l'entreprise, à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ou encore de sa politique sociale. Il me semble que le fait
de combiner, d'intégrer des éléments d'ordre environnemental avec des éléments d'ordre social et économique dans la mission des experts encourage une approche multidimensionnelle qu'impose même, je dirais, la transformation écologique. L'analyse des éléments économiques, sociaux et environnementaux se trouve ainsi intégrée dans une démarche commune de l'activité de l'entreprise. Reste à voir quelle va être la capacité des CSE à mobiliser cette expertise, à utiliser cette expertise. Et puis reste à voir aussi qui va pratiquer cette expertise. Est-ce que ce sont les cabinets qui interviennent de manière assez traditionnelle auprès des CSE ou est-ce que ce sont aussi des experts qui travaillent depuis un certain temps sur le développement durable ou la RSE? Là, c'est une question que je soumets à la table ronde. Alors, le troisième point, le troisième type de moyen, c'est donc la formation des élus. Il est prévu que lors de leur première élection, les membres titulaires d'un CSE peuvent donc bénéficier d'une formation qui porte dorénavant notamment sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. On le voit, le législateur a tenté d'équiper, si je puis dire, quelque peu le CSE pour qu'il puisse faire face à ces nouvelles attributions. Mais d'abord, on va voir que cet équipement est peut-être un peu léger, mais surtout, je voudrais vous soumettre une question que finalement Hervé Lanouzière a déjà soulevée dans son introduction. Quelle est finalement la raison d'être de ces nouvelles attributions du CSE? Bon, vous me direz, je pose peut-être cette question un peu tard dans mon développement, mais il me semble qu'elle est indispensable. Pourquoi avoir attribué au CSE, qui représente les intérêts des salariés d'une entreprise, à prendre en charge des questions qui dépassent largement et la sphère de l'entreprise, parfois même la sphère nationale, et des questions qui s'inscrivent dans le temps, un temps qui peut paraître très long par rapport aux intérêts des salariés qu'ils représentent? Est-ce que ce sera une paresse du législateur que d'avoir confié au CSE ces attributions, ou avait-il le choix de les confier à un autre acteur? Je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble qu'on peut essayer, et ce sera ce que je vais essayer de faire dans un second temps, on peut essayer d'expliquer ces nouvelles attributions confiées au CSE au regard de leur finalité, de la fonction qu'elles assument. C'est ce que je vais voir donc dans un second temps, en essayant d'abord de vous proposer deux interprétations possibles sur quelle est la fonction des CSE dans le cadre de ces attributions en matière environnementale, pour ensuite soulever quelques limites. Alors, il me semble, en première analyse, que finalement, ces attributions environnementales au CSE ne sont pas vraiment surprenantes, au sens où elles se situent dans la continuité de dispositions qui ont été adoptées depuis quelques années, et ce, à deux niveaux. D'abord, les nouvelles attributions du CSE, et notamment la production d'informations en matière environnementale, donc les informations que doit produire l'employeur, prolongent et renforcent l'implication des représentants des travailleurs dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau de l'entreprise. Car il me semble que tel est bien l'horizon des nouvelles attributions environnementales du CSE. Dorénavant, les évolutions suscitées par la transformation écologique doivent inspirer la GPEC, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et cet horizon de gestion des emplois et des compétences doit être nourri par les OPCO et d'autres organismes qui doivent produire des rapports et conseils pour inspirer cette gestion prévisionnelle des emplois et des conséquences. En définitive, les répercussions sur l'emploi, les conséquences environnementales entrent dans les attributions du CSE, parce que conjurer ces conséquences environnementales, surtout pour certaines industries, et on en a une représentation aujourd'hui, certaines industries va imposer de transformer les activités des entreprises, de les inscrire sur une trajectoire nouvelle, ce qui va avoir des implications sur l'emploi. Et à ce titre,
le CSE, il me semble, est pleinement compétent pour examiner les conséquences environnementales et les implications qu'elles peuvent avoir sur l'emploi. Et on le voit dans cette perspective, l'implication du CSE ne peut pas être un simple greenwashing. Il doit vraiment participer à la détermination des orientations de l'entreprise. Je vous disais donc, il me semble que ces nouvelles attributions du CSE se situent dans la continuité d'évolutions récentes. La seconde que je voudrais évoquer avec vous, c'est le fait que ces nouvelles attributions s'inscrivent pleinement dans le sillon de dispositions qui ont tenté d'ouvrir la gestion des entreprises à des considérations autres que financières et économiques. Plus fondamentalement, ces évolutions s'inscrivent dans le sillage d'autres dispositions qui visent à intégrer les paramètres environnementaux dans la gestion des entreprises. Je pense tout particulièrement à la loi Pacte, qui a modifié l'article 1833 du Code civil, lequel dispose désormais que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Finalement, la loi climat décline au niveau des relations professionnelles cette ouverture qui avait été opérée par la loi Pacte pour l'ouverture de la gestion des entreprises à des orientations environnementales et sociales au niveau des organes de gestion. On peut penser aussi à l'obligation des grandes entreprises d'instaurer un d'instaurer un plan de vigilance et de veiller au respect des droits fondamentaux des salariés et au respect de l'environnement tout au long de leur chaîne de valeur. Donc, on le voit, les nouvelles dispositions qui concernent les nouvelles attributions environnementales du CSE participent de ce même mouvement qui vise à sortir la gestion des entreprises du court-termisme de la profitabilité. Il s'agit d'inscrire le projet d'entreprise dans une perspective de moyen terme et de long terme qui n'est pas inféodée au diktat de la rentabilité immédiate. Et cette perspective impose d'ouvrir aux considérations autres que financières et économiques en ouvrant des espaces de délibération sur le social et l'environnemental. La loi Pacte l'a fait par différents moyens au niveau des organes de gestion. J'ai mentionné l'article 1833, mais on peut penser aussi à la possibilité d'inscrire une raison d'être dans les statuts ou encore d'inscrire une mission dans les statuts. La loi climat décline cette logique dans les relations professionnelles. Et à cet égard, il me semble qu'un des effets de la loi est peut-être de conduire à remodeler le fonctionnement de certaines directions d'entreprise. Et je pense tout particulièrement au fonctionnement des directions des relations sociales et des directions développement durable, RSE, compliance. Leur nom varie selon les entreprises. Très souvent, les directions de relations sociales ou les DRH ne travaillent pas forcément de manière très étroite avec les directions développement durable et RSE. Il me semble que ces nouvelles attributions du CSE vont devoir conduire à une meilleure coordination, à un rapprochement de ces directions et peut-être du coup à favoriser une meilleure intégration des questions du droit du travail, du droit de l'environnement, de la RSE et du développement durable. Alors là, je semble très optimiste, mais cette réforme, il me semble, se heurte à certains obstacles qui peuvent limiter la possibilité de la loi d'atteindre les finalités ou d'assumer les fonctions qui sont les siennes, il me semble. Les nouvelles attributions du CSE se heurtent frontalement à d'autres évolutions du droit des relations professionnelles et se heurtent, il me semble, notamment frontalement à la manière dont ont été asséchées les procédures d'information-consultation avec les IRP élus. Alors, le diagnostic est très connu, je n'ai pas le temps de m'étendre, fusion des IRP, suppression du CHSCT, réduction du nombre d'élus, réduction du nombre d'heures de délégation, cofinancement des expertises, instauration d'un délai préfixe. On le sait, plusieurs mesures ont conduit à véritablement assécher les procédures d'information-consultation. Et à cet égard,
Les nouveautés de la loi climat apparaissent un peu comme contracycliques. Mais à mes yeux, il serait erroné d'y voir l'amorce d'un nouveau cycle. Il me semble qu'en l'état du droit des relations professionnelles, l'empreinte de la simplification des IRP et de la sécurisation des procédures est très forte. Et il me semble que la prise en compte de la durabilité dans laquelle s'inscrit la transformation écologique s'accommode mal d'un dialogue social inscrit dans des contraintes de la brièveté et dans la préoccupation de sécuriser les décisions patronales. Aussi, y a-t-il à craindre que les nouvelles attributions ne prennent pas l'ampleur qu'elles pourraient et même qu'elles devraient prendre si l'on veut atteindre cette intégration nécessaire des considérations économiques, sociales et environnementales dans le cadre d'une transition écologique juste. Je ne m'étends pas sur ce concept dont je pense que Philippe Portier en parlera peut-être un tout petit peu. On peut d'autant plus le craindre que l'octroi de ces nouvelles attributions du CSE ne s'est pas accompagné de nouveaux moyens en termes d'heures de délégation ou en termes de levée des délais préfixes, etc. Et il me semble qu'il ne faut pas mésestimer les effets possibles de ce manque de moyens. Si les IRP dans les entreprises n'ont pas les moyens d'être une force de proposition dans la transformation des emplois qui accompagnent la transformation écologique, ils n'auront alors d'autre choix que de se battre pour la survie de l'existant et d'adopter eux-mêmes un point de vue court-termiste. Il faut donc donner le moyen aux IRP de s'inscrire dans un moyen terme et dans un long terme. Il me semble que c'est là la condition pour dépasser cette opposition entre le social et l'environnemental dont parlait Hervé Lanouzière dans son introduction. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tania, pour cette ouverture, cette introduction, cette mise en perspective avec des ouvertures et puis des alertes sur des potentielles limites. Donc, je pense qu'on est outillé, en tous les cas, pour entamer notre table ronde avec 3 acteurs, 3 points de vue différents. Donc, on va, si vous voulez bien, attaquer la table ronde. Je vais donner la parole donc, en premier à monsieur Philippe Portier. Donc, je rappelle qu'il est secrétaire national de la CFDT, chargé du dialogue social et des questions environnementales. Évidemment, il peut rebondir. J'avais cité quelques questions tout à l'heure, je vais les redonner, mais il pourra bien évidemment rebondir sur le propos qui vient d'être tenu. Il a forcément un point de vue sur le sujet et chacun d'entre vous d'ailleurs pourra le faire, hein, tout à fait librement. Moi, je rappelle les questions que j'avais évoquées tout à l'heure, hein, très simplement, très rapidement. Quel est effectivement, et vous l'avez redit, hein, Tania, quel est l'intérêt à agir, hein, finalement, quel est l'intérêt pour les organisations syndicales, pour les représentants du personnel, pour les salariés d'agir et d'intervenir sur ces questions environnementales? Quel est finalement le périmètre de cette consultation, hein? Je crois que c'est ça qui est en filigrane de toutes les questions qu'on évoque depuis tout à l'heure. Quelle est la finalité? Vous l'avez très bien posé. Donc, je vous donne la parole, monsieur Portier, peut-être pour réagir librement et répondre à ces questions, ou pas, ou à digresser, mais en tout cas à relancer le débat et à ouvrir notre table ronde. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Je vais essayer de ne pas trop digresser. Merci en tout cas, Tania, de cet exposé que j'ai trouvé très complet et qui pose les bonnes questions. Pour la CFDT, c'est une revendication de longue date que l'entrée des questions environnementales dans le dialogue social. J'ai envie de le dire comme ça, puisque nous portons le concept de transition juste. La transition juste, ça vient d'où? En fait, c'est un concept syndical à l'origine, mais qui n'a pas du tout été inventé par la CFDT, ni par un de ces organisations collègues françaises. C'est du syndicalisme international que c'est né, de la CSI, la Confédération syndicale internationale, qui a développé ce concept et qui d'ailleurs a pu être inscrit notamment dans l'accord de Paris, hein, qui porte l'idée qu'en fait, la transition écologique doit avoir une dimension de justice sociale. Et j'irai même plus loin, je dirais que pour que la transition écologique puisse se faire, il faudra qu'elle soit juste. On a vu il n'y a pas si longtemps que ça les gilets jaunes, je ne sais pas ce qui nous attend à nouveau, mais on voit bien qu'à partir du moment où
la transition écologique demande des efforts à des personnes qui sont déjà en difficulté, ça coince. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est indispensable d'avoir un dialogue social autour de ça. Le dialogue social, ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que des orientations qui peuvent paraître antagonistes au départ trouvent une solution. C'est ça l'objectif du dialogue social. Alors, on a l'habitude que ça se passe entre les actionnaires et les salariés, pour faire court, avec d'un côté l'intérêt des actionnaires, de l'autre l'intérêt des salariés. Et c'est le dialogue social qui permet de régler ça, en tout cas quand ça se passe bien. Mais il y a effectivement des contradictions entre écologie, sécurité sociale. On a parlé d'AZF tout à l'heure. Je vous signale d'ailleurs qu'AZF fabriquait des engrais azotés qui étaient fabriqués en Ukraine, donc je pense qu'on aura à en reparler. Mais on voit bien l'intérêt aussi à discuter de ces questions-là. Alors c'est vrai au sein de l'entreprise, mais c'est vrai aussi sur un territoire. Et je pense que sur les territoires, c'est aussi là qu'est le nœud du problème. Là, on parle de l'entreprise. On a fait le choix de parler de l'entreprise. C'est un élément très important, je trouve. Mais n'oublions pas le territoire, parce que c'est là que ça va vraisemblablement se mettre en œuvre. Je trouve ce qui manque aujourd'hui dans le paysage, c'est un peu une impulsion de l'État. Parce qu'on parle beaucoup de transition écologique, on n'en fait pas beaucoup. Quand on regarde les débats des présidentielles, on ne peut pas dire que ce soit la question qui occupe la majorité des débats, et pourtant, c'est une question quand même essentielle pour notre avenir. Et donc, l'État devrait, à mon sens, impulser les choses et donner la direction. Vous parliez tout à l'heure, Tania, des OPCO. Certes, ils peuvent faire des choses, les OPCO, ils peuvent faire un peu de prospective, voir quelle va être l'évolution des emplois et des compétences. Mais c'est bien à l'État à dire et à demander aux différents secteurs de voir comment ils vont pouvoir évoluer et comment demain sera fait, tout simplement. Je vais prendre un exemple. On a notre fédération de la métallurgie qui, avec la Fondation pour la nature et l'homme, c'est Syndex, Philippe ne m'en voudra pas, c'est Syndex qui a fait ce rapport. Ça parle de la transition électrique dans l'automobile, donc remplacer les moteurs thermiques par de l'électrique. Il y a différents scénarios qui ont été construits, qui mènent tous à une perte d'emploi, bien évidemment, puisque les emplois pour fabriquer un moteur électrique sont bien moins nombreux que pour fabriquer un moteur thermique. Mais en tout cas, en faisant ce genre d'exercice, on a différents scénarios, y compris en relocalisant certaines activités, ce qui est plutôt bien en termes aussi de développement durable. Et on se rend compte qu'en anticipant et en prenant les choses par le bon bout, on arrive à limiter la casse. Donc, c'est ça que je trouve qui manque aujourd'hui, c'est cette impulsion. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi cette impulsion qui pourrait être donnée, qui va amener les entreprises à bouger. Les entreprises, elles bougent avec leur marché, bien entendu, mais elles bougent aussi avec les contraintes réglementaires et les orientations de politique industrielle au sens large qui sont fixées par l'État. Donc ça, je pense que c'est un premier point essentiel qu'il ne faut pas perdre de vue. Après, quel est l'intérêt pour les salariés à aller sur ce truc-là? Il y a quelque chose d'assez nouveau quand même, qui ressort dans différentes enquêtes, qui peuvent être des enquêtes diligentées par des organisations syndicales ou patronales, peu importe. Les résultats sont assez constants. C'est une volonté des salariés d'être dans un emploi qui a du sens.
d'avoir du sens dans leur travail, mais aussi d'être dans une entreprise qui a du sens. On voit, et d'ailleurs certaines entreprises, notamment celles qui travaillent par exemple pour la défense, le disent clairement, elles ont du mal à recruter des jeunes, tout simplement parce que les jeunes, bosser pour de l'armement, ça ne les branche pas particulièrement. Donc ça, je pense que c'est un élément essentiel. Et pour une entreprise, le fait d'afficher une transformation écologique et en tout cas de se préoccuper des questions écologiques, c'est un vrai facteur d'attractivité et c'est aussi un facteur pour que ces salariés se sentent bien dans l'entreprise. N'oublions pas que en très grande majorité, les salariés aiment leur entreprise. Donc ça, je pense que c'est un élément essentiel à ne pas perdre de vue. D'autre part, je pense que on a de plus en plus d'angoisse par rapport à tout ce qui nous arrive dans la période, hein, la crise sanitaire, la guerre qui est aux portes de l'Europe, mais aussi le réchauffement climatique. Et cette angoisse, je pense qu'elle peut être aussi diminuée quand on se met en action. C'est agir plutôt que subir. Et donc, le fait, à chacun à notre échelle, de contribuer à cette transformation écologique, ça donne aussi, je pense, un sentiment différent que cet attentisme un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, mais il y avait une chronique très intéressante qui expliquait, c'était des psychologues qui expliquaient ça, et qui disaient, c'est hallucinant, l'urgence climatique et les conséquences, tout le monde en parle, et pourtant, rien ne se passe et personne n'agit. Donc, ils expliquaient ça très bien, je vais pas reprendre leur chronique, mais tout ça pour dire que le fait d'agir, c'est, je pense aussi, un élément assez important pour enlever un peu cette angoisse. Et c'est aussi participer au monde qu'on va léguer aux générations futures. Ça me semble aussi essentiel de penser à nos enfants et à nos petits-enfants. Sur ce volet-là, et en tant que syndicaliste, c'est aussi clairement un facteur d'attractivité et de syndicalisation. Alors, je dis ça pour la CFDT, mais c'est pareil pour mes collègues des autres organisations syndicales. De toute façon, le marché est vaste, hein, puisque peu de salariés sont syndiqués en France, donc on est obligé de se battre sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un vrai vecteur d'attractivité. C'est aussi un moyen pour dépasser cette image un peu vieillotte du syndicalisme qui nous colle à la peau. Certainement à juste titre pour un bout, mais pas pour un autre, à mon sens. Voilà, ça aussi, c'est une opportunité pour nous. Donc voilà, côté salarié, je pense qu'il y a pas mal d'intérêt. Je cite plutôt ceux que vous n'avez pas cités, Tania, hein, pour pas être redondant. Après, il y a clairement, là par contre, je vais être un peu redondant, le fait de se préoccuper de l'avenir de son entreprise et de contrer un peu un court-termiste qui ne se trouve pas dans toutes les entreprises, mais qu'on peut retrouver dans certaines, où la rentabilité court terme est privilégiée à la pérennité long terme. Et par rapport à ça, l'arrivée des questions environnementales dans le dialogue social sont une bonne chose. Sont une bonne chose parce que tout simplement, pour certaines entreprises, c'est une question de vie ou de mort. L'entreprise qui est très liée à des énergies fossiles ou très liée à des choses qui ne sont pas durables, à terme, elle va disparaître. Ça me semble une évidence. Et donc, plus on anticipe, moi je viens de la métallurgie et malheureusement, j'ai eu beaucoup de restructurations à subir, à combattre ou à accompagner. Et ce dont je suis sûr, c'est que plus on anticipe et plus on a de choix et de possibilités
pour faire les choses correctement. Quand je dis correctement, c'est en permettant à l'entreprise de se transformer. Et on l'a démontré, hein. Il y a déjà, on l'a fait à plusieurs endroits, mais je me rappelle d'un endroit assez caractéristique. C'était Bosch Vénitieux qui fabriquait des éléments de corps de pompe diesel. L'entreprise Bosch décidant de délocaliser en Tchéquie. Les représentants du personnel, notamment la CFDT, sont contre cette idée-là, demandant un délai à la direction générale qui leur est plutôt qu'une fermeture. Et en se mettant autour de la table, direction, organisation syndicale, en évaluant les compétences des salariés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas trop les compétences individuelles de chaque salarié qui étaient évaluées, mais plutôt la compétence collective de l'entreprise, notamment par unité de travail. Ils ont réussi à transformer cette entreprise en une entreprise qui a fabriqué des panneaux solaires photovoltaïques avec quelques licenciements à la clé, malheureusement, des départs en retraite aussi ou anticipés à la retraite. Mais en tout cas, on a démontré que c'était possible à condition, d'une part, d'avoir le temps d'anticiper et deuxièmement, d'avoir des partenaires sociaux qui soient prêts à discuter. Je pense que l'essentiel, c'est ça aussi, c'est que le dialogue social doit progresser dans notre pays, progresser qualitativement. J'ai quelques idées là-dessus, mais je ne vais pas les développer parce que je vais carrément exploser mon temps de parole. Et d'ailleurs, si je suis trop long, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Ça ne devrait pas tarder, monsieur. Ouais, c'est l'impression que j'avais. Ouais. Non, c'est juste pour qu'on ait de l'interaction. Mais, non, mais je passionnant. comprends tout à fait. Je me prête à l'exercice sans aucun souci. Pour revenir sur le dialogue social dans l'entreprise, donc la loi climat-résilience, elle nous va plutôt bien. On a eu l'occasion d'échanger longuement avec notamment la rapporteuse de cette partie-là. Où il y a un vrai souci, mais vous l'avez dit, c'est en termes de moyens. Nous, on souhaitait avoir des moyens dédiés, que ce soit en heures de délégation ou en formation. Mais de toute façon, les ordonnances, il y a quand même quelque chose de très paradoxal là-dedans, c'est que elles ont pour objectif de recentrer le dialogue social au niveau de l'entreprise. Ça nous va bien, la CFDT, parce qu'on estime qu'effectivement, c'est là où se passe le travail et où c'est à l'endroit de la vraie vie où on peut s'adapter et trouver les meilleures solutions. Donc ça, OK. Mais ce qui est très paradoxal, c'est de dire on recentre le débat sur l'entreprise et avec le fameux en même temps, on enlève des moyens aux représentants des entreprises. C'est très paradoxal et ça apporte même de la suspicion sur la vraie volonté de ceux qui sont à l'origine de ces lois. Je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Après, sur le dialogue, je ne serai pas long, hein. Sur le dialogue social, je pense qu'il faut reprendre un peu la philosophie qui avait été amenée par la loi dite Rebsamen. C'est on commence par la consultation sur la stratégie, d'accord? Et pour nous, je ne suis pas juriste, mais pour répondre à l'interrogation qu'il y avait, pour nous, des questions environnementales font bien partie de cette consultation. Ensuite vient la consultation sur les éléments économiques et financiers, et ensuite sur les conséquences sociales. C'est bien ce triptyque-là qu'il faut dérouler, et c'est comme ça qu'on peut avoir un vrai dialogue social qui permette une logique et la prise en compte des questions environnementales, sociales et économiques. En fait, on fait du développement durable sans le dire, hein, parce on prend en compte l'économique, le social et l'environnemental. Sur
sur la BDESE, c'est difficile à dire, les nouveaux sigles. Effectivement, les décrets ne sont pas parus. Je pense, mais comme le disait Mathilde tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, on privilégie l'accord, mais malheureusement, il n'y a pas toujours d'accord pour mettre en place la BDESE. Excusez-moi. Mais ces décrets, ils devront, si on veut que ce soit opérationnel, ils soient précis, mais pas trop compliqués. Je pense que ça doit prendre des éléments de la déclaration de performance extra-financière, que ça doit être adapté en fonction de la taille des entreprises et que ce ne soit pas une usine à gaz, sinon il n'y a aucune chance que ça serve, y compris pour les représentants du personnel. Si c'est trop complexe et illisible, ce ne sera pas utile. Donc, essayons de faire quelque chose d'assez simple, mais qui serve à quelque chose. Et je terminerai très rapidement en disant, n'oublions pas qu'il y a aussi l'aspect négociation dans le dialogue social. Et la négociation découle très logiquement et très concrètement de ces consultations-là. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, typiquement, va prendre en compte ce qui a pu se dire en termes d'évolution de l'entreprise, de sa stratégie et des compétences dont elle aura besoin demain. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup, parce que je pense que vous avez parfaitement posé les enjeux et que là aussi, vous avez nourri le débat qu'on va pouvoir avoir après, juste après. Du coup, je vais passer évidemment la parole à la partie employeur, puisque quand on a construit cette table ronde, c'est évidemment dit qu'il fallait qu'on partage des points de vue. C'était tout l'intérêt de ces échanges. Et on a fait en fait le choix tout à fait volontaire de demander à une entreprise de la chimie d'intervenir. Pourquoi? Parce que justement, les entreprises de la chimie, elles ne sont pas tout à fait novices en la matière. Elles n'ont pas attendu la nouvelle loi pour être percutées par des obligations en matière environnementale, en matière sociale et sur les questions d'articulation que j'ai évoquées en introduction, entre l'environnemental, le social, le sociétal, l'économique, etc. Et donc, on s'est dit qu'en interrogeant une entreprise qui avait déjà de l'expérience sur ces questions-là, ça pourrait évidemment nous outiller tous et avancer sur la question. Là, en plus, l'entreprise, c'est un groupement d'intérêt économique, c'est une entreprise très originale. Et donc, je vais laisser évidemment son responsable des ressources humaines, M. Jean-Claude Reyes, qui a accepté de participer, nous la présenter, parce qu'en fait, il s'agit ni plus ni moins d'une plateforme de mutualisation, je ne crois pas dire de bêtises, de mutualisation d'un certain nombre de services et de prestations industrielles, mais aussi en matière d'environnement, en matière de santé et sécurité. Donc, je vais très vite vous laisser la parole, M. Reyes, parce que vous le présenterez bien mieux que moi. Et justement, ce qu'on vous demandera peut-être comme première question, c'est de nous présenter cette plateforme. D'autant plus que je vous challenge un peu. Vous avez quand même sur le site internet, vous avez une belle promesse puisque vous dites que vous devez être le leader sur la transition énergétique et proposer des prestations attractives, compétitives et éco-responsables. Donc, c'est quand même une promesse très très ambitieuse évidemment, donc on va vous challenger tout de suite sur cette question-là. Moi, les questions que je vous pose, elles sont simples. Donc une fois que vous nous aurez présenté effectivement la manière d'abord dont d'ores et déjà vous articulez ces questions, c'est finalement comment vous envisagez cette compétence du CSE aujourd'hui. En fait, la question c'est qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement est dans la continuité de ce qui était déjà opéré à travers vos méthodes, vos démarches et vos convictions, ou est-ce que pour vous c'est quelque chose de nouveau que vous allez devoir intégrer? Et voilà, donc je vous laisse la parole. Ensuite, encore une fois, on aura la parole de notre expert et puis on pourra échanger sur tous ces éléments. On aura des visions complètes. Je crois que vous avez un PowerPoint et donc oui. Vous pouvez le commander à distance auprès de Emma qui va vous faire avancer. Merci beaucoup. Alors, je crois que voilà, il est en train d'arriver. Voilà, c'est bon. Donc bon, je suis donc sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon. En fait, c'est deux plateformes qui se sont regroupées il y a fort longtemps. On est issu de Rhône Poulenc, Rhodia, et aujourd'hui, c'est une plateforme avec un certain nombre d'exploitants indépendants. Si on passe... Non, je peux pas bouger le... Ah, voilà. Donc, la plateforme, c'est 16 entreprises, c'est 1600 salariés. Et c'est une de nos caractéristiques, c'est que nous sommes très, très dynamiques en termes d'investissement.
sur 5 ans, on investit régulièrement entre 400 et 500 millions d'euros. C'est une des plateformes les plus importantes en termes de superficie. On est sur 150 hectares. Et ce qui est surtout important, c'est qu'on cherche à développer notre attractivité pour pouvoir recevoir de nouveaux partenaires au sein de cette plateforme. Alors, le GIE Osiris, c'est 270 salariés. Notre raison d'être, en fait, c'est de gérer un certain nombre de services communs afin que les entreprises se concentrent sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la production de produits chimiques, hein, que ce soit en termes de chimie verte ou ça peut être aussi de la chimie un peu plus classique à base de pétrole, etc. Donc, on est sur des métiers très différents les uns des autres, hein, puisqu'on a l'environnement, on a la sécurité, on va avoir la gestion de tout ce qui est énergie fluide, etc., etc. Si on passe, je fais très vite, hein, parce que je pense que le plus important, c'est surtout de pouvoir parler du sujet qui nous intéresse. Donc, si on passe, c'est une plateforme avec des marchés et des applications variées, hein. On parle souvent de la chimie, en fait, on la trouve partout. On en trouve en pharmacie, en santé, mais aussi en nutrition animale, dans l'automobile, dans la cosmétique, dans la construction, dans l'industrie alimentaire, dans les vêtements, etc., etc. C'est véritablement une industrie de base au service des autres entreprises et des autres industries. Donc, si on passe… Alors, effectivement, l'ambition du GIE Osiris, c'est d'être une plateforme de référence au niveau européen. Et pour cela, il y a un point important, c'est développer notre transition énergétique et faire en sorte d'utiliser de moins en moins les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon. Il faut savoir qu'il y a encore 4 ans, le charbon était le combustible que l'on utilisait pour fabriquer de la vapeur dans 60% des cas. Aujourd'hui, c'est une énergie, une énergie qu'on n'utilisera plus d'ici quelques mois. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a développé aussi davantage encore tout ce qui était économie circulaire et utilisation de la vapeur fabriquée par nos collègues, par des incinérateurs, etc., etc. Et c'est effectivement proposer des prestations attractives, compétitives et éco-responsables. Je vous ai quand même fait un petit point parce qu'on parle de transition énergétique, d'impacts environnementaux, mais il n'y a rien de mieux que des chiffres pour voir un peu notre engagement. Donc, quand on regarde un petit peu, on voit que sur tout ce qui est polluant, on utilise de moins en moins, on pollue de moins en moins. Depuis 2011, on voit aussi qu'on utilisait l'énergie fossile dans 80% des cas. Demain, et aujourd'hui, c'est 35%, et demain, ça sera 27%. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Parce que j'ai entendu souvent parler les entreprises ont une vision financière, économique, et il faut passer à la chimie, elle a avancé. Pourquoi? Tout simplement parce que
on est obligé de faire attention à notre environnement. On est obligé de faire attention à notre environnement parce que on est responsable de la sécurité de notre personnel et que l'environnement a quand même, ce qu'on rejette, ça a quand même un impact sur la sécurité de notre personnel. Mais on a aussi une forte implication dans notre environnement, c'est-à-dire dans les voisins, hein, les villes dans lesquelles nous sommes implantés, etc. Et si on veut être accepté dans ces environnements, on n'est pas tout seul, hein, on n'est pas dans un no man's land sans aucun voisin. Si on veut vraiment assurer notre acceptabilité, notre pérennité, il faut qu'on puisse communiquer et montrer que l'industrie chimique a fait énormément d'efforts là-dessus et qu'il se préoccupe de l'environnement global. Et ça, c'est une démarche qui existe depuis fort longtemps. On a tous en tête les événements malheureux qui ont eu lieu avec AZF, etc. Certaines pollutions aussi qui ont pu arriver. Les conséquences pour une entreprise de ce type de choses sont dramatiques. Et elles ont des conséquences économiques sur la pérennité de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête depuis un certain temps. J'entendais aussi un point important, c'est que ça ne concerne pas uniquement l'entreprise. On est notre approche environnementale, elle est à plusieurs niveaux. Elle est d'abord avec l'environnement au sens large. C'est-à-dire qu'on a développé un certain nombre d'outils pour communiquer et pour informer nos partenaires de ce que nous faisons, de nos projets. Et ça, on le fait, et ça, on a cette chance, on le fait aussi avec nos partenaires sociaux. Il s'agit véritablement, l'environnement, c'est pas un lieu, ça ne doit pas être un lieu de combat entre partenaires sociaux et entre les organisations syndicales et la direction. On a tous, et ce n'est pas le cas d'ailleurs dans notre entreprise, quand il y a des réunions, la journée de développement durable que l'on fait pour les associations où on montre les résultats, ce qui a été fait par l'ensemble des entreprises de la plateforme, où on définit nos projets, et on explique nos projets sur l'environnement, etc. Et l'impact aussi d'un certain nombre de projets, de nouvelles unités, etc. sur l'environnement, c'est quelque chose, on invite aussi les partenaires sociaux. Et ils sont partie prenante. De même que il y a, depuis un certain temps, depuis plus de 10 ans, il y a aussi une commission de suivi environnemental au niveau géographique qui est gérée par le sous-préfet avec l'ADREAL et où les partenaires sociaux sont impliqués. Et dans l'entreprise, évidemment, il y a un certain nombre de choses que l'on fait. Est-ce qu'il y a des choses? Bon, le slide suivant, c'est plus un slide sur les services que l'on propose aux entreprises de la plateforme. Donc, on voit que là aussi. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Voilà. Donc, on a vraiment un panel de services importants. C'est d'ailleurs ce qui nous permet d'être une plateforme de référence parce qu'on est dans une structure de mutualisation de nos services. Les entreprises font appel à nous
pour tous ces services. Et ça permet une économie assez importante. Ça permet aussi d'avoir une véritable communauté d'objectifs. C'est d'ailleurs ce qui structure un petit peu la plateforme. Hein. Si on regarde le slide suivant, on a en fait une charte hygiène, sécurité, environnement qui est signée par toute entreprise. C'est-à-dire qu'elle définit la politique commune, les règles de fonctionnement et les moyens et organisations communs. C'est quelque chose qui est une obligation et ça définit les règles d'hygiène, les règles de sécurité et les règles d'environnement. Et personne ne peut entrer sur la plateforme sans l'avoir préalablement signé. Et c'est un peu la colonne vertébrale sur ce sujet-là de la plateforme. Et dernier point, les atouts de la plateforme, c'est une logistique diversifiée, partage de services, une mutualisation des achats et production d'énergie, et surtout une décarbonation aujourd'hui qui est à 70%. Et je pense que on doit être en France la seule plateforme ayant ce niveau de décarbonation. C'est aujourd'hui ce qui nous permet très clairement de gagner de nouveaux marchés et d'être très attractif vis-à-vis d'entreprises qui souhaiteraient s'implanter. C'est donc l'environnement, c'est vraiment aussi un point, c'est quelque chose qui permet effectivement de renforcer l'attractivité d'une structure, que ce soit au niveau des futurs embauchés, ça je suis tout à fait d'accord, hein, parce que les gens ont de plus en plus, surtout les jeunes, ont une conscience au niveau de l'environnement qui est de plus en plus aiguë, mais c'est aussi quelque chose qui est important aujourd'hui pour recevoir de nouveaux partenaires. Et sur nos relations avec les partenaires sociaux, hein, les organisations syndicales, c'est très clair. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur le site en tant que responsable RH du GIE Osiris. Tous les trimestres, nous présentons en CSE un point sur les résultats de l'entreprise, sur les projets de l'entreprise et surtout sur l'environnement. C'est-à-dire que nous avons 2 slides où effectivement on présente 3 slides d'ailleurs. Le premier, c'est tout ce qui est rejet atmosphérique et un peu les projets que l'on a menés et les projets qu'on doit mener dans les mois qui suivent. On a un point sur les rejets aquatiques et sur les différents projets environnementaux plus globaux. Avec dans nos indicateurs stratégiques 2 indicateurs sur les indicateurs stratégiques qui sont au nombre de 6. Il y a un indicateur sur l'environnement. Et donc ça, on a donc développé une culture avec nos partenaires sociaux sur l'environnement, l'importance de l'environnement pour l'entreprise, pour les salariés et pour sa pérennité. Et ça se fait que ce soit au niveau du GIE Osiris, mais il y a aussi un niveau supérieur avec la plateforme, hein, puisqu'on a des comités HSE où effectivement on présente un certain nombre d'informations, on discute sur un certain nombre d'éléments de sécurité et d'hygiène, mais aussi d'environnement, et où les organisations syndicales sont invitées. Donc, c'est déjà dans l'ADN de l'entreprise de pouvoir partager sur ce point-là. Et je pense que c'est le cas
sur le GI Osiris, mais c'est aussi le cas dans d'autres entreprises, en fait, de la chimie. Merci, Monsieur Reyes. Je pense donc que vous êtes vous expliquez que finalement vous avez en fait banalisé la dimension environnementale dans le dialogue social. C'est quelque chose qui est rentré, c'est un paramètre parmi les autres. C'est ce que moi j'ai compris de votre intervention. Donc, on va, pour pouvoir ensuite avoir encore un temps d'échange, bien évidemment, donner la parole maintenant à M. Philippe Duchamp. Donc, vous êtes, et ça a été évoqué tout à l'heure par Mme Sachs, il y a des nouvelles compétences aussi pour les experts CSE. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, d'où vous êtes aujourd'hui, qui faites déjà des expertises, vous répondiez peut-être à ces questions-là. D'abord, il y a celle qui a été posée par Tania tout à l'heure. Les experts sont-ils prêts? De quel expert parle-t-on exactement? Au sein même des experts CSE, finalement, c'est quoi? Ce sont les experts comptables qui vont s'intéresser à ces questions environnementales? Ce sont des ingénieurs, des experts en santé et sécurité? Ça, c'est quand même très intéressant d'avoir cette approche-là. Mais plus généralement, vous, comment dans votre expérience, vous avez déjà été ou pas confronté et saisi de ces questions-là par les CSE, par ceux qui vous mandatent? Pensez-vous que les CSE sont prêts? Et comment envisagez-vous l'expertise, du coup, auprès du CSE dans les mois qui viennent? Parce que j'imagine que tous les cabinets en ce moment, on a parlé de marché tout à l'heure, est-ce que tous les cabinets sont-ils en train de se fonder une stratégie, une politique, un marketing auprès des CSE? Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Duchamp. Oui, merci. Alors peut-être du coup, oui, je peux dire un tout petit peu, peut-être me présenter et dire ce qu'on fait avant d'introduire. J'essaierai de rebondir aussi sur ce qui a été dit, ça permettra peut-être aussi de commencer la table ronde. Alors moi, je suis Philippe Duchamp, on a mis en place chez nous depuis quelques temps des correspondants dans chacun de nos bureaux RSE. Donc vous connaissez bien ce que c'est que la RSE. Responsabilité sociale des entreprises. On peut aussi le voir comme responsabilité sociale et environnementale, puisque c'est notre sujet du jour. Je le présente toujours un peu sur ces deux casquettes. Donc, je travaille pour un expert conseil auprès des représentants du personnel. Alors, le code du travail, puisque je suis dans un public de juristes, on peut en parler, en 1945 puis 60 a fait que les experts auprès des CE étaient des experts comptables. Mais dans ce type de cabinet, il y a pas mal de compétences qui ne sont pas comptables, c'est même la majorité. Donc, nous, notre métier, en fait, c'est de travailler pour les représentants du personnel sur tous les sujets qui peuvent se poser à eux. Donc, évidemment, parfois, il y a des sujets comptables du type l'intéressement, la participation, qui peuvent évidemment les intéresser. Mais tout sujet économique, tout sujet stratégique, puisque c'est la stratégie d'aujourd'hui qui fait l'emploi de demain. Donc, c'est déjà des sujets qu'on aborde fréquemment. Tout ce qui est lié aussi aux conditions de travail. Donc, on a déjà pas mal d'ingénieurs, de psychologues, etc., qui peuvent travailler sur ces problématiques. Alors, pas les problématiques environnementales, mais toutes les problématiques liées aux conditions de travail. On travaille aussi avec d'autres types de compétences extérieures. Ça peut parfois être évidemment des juristes. On commence aussi à travailler avec des cabinets dont le rôle est de compter les émissions de CO2. On ne sait pas compter les émissions de CO2, c'est un vrai métier, mais on peut travailler en partenariat avec ce type de compétences lorsque c'est nécessaire. Alors, pour reprendre un peu le sujet sur l'environnement, c'est un sujet évidemment ancien, on parle de l'environnement depuis longtemps. Certains syndicats s'en sont emparés de ces problématiques il y a déjà un certain nombre de décennies, donc ce n'est pas un nouveau sujet. Pour préparer un peu notre tour de table, j'ai re-regardé le code du travail. Le mot environnement apparaissait déjà au travers je pense que Tania n'a pas eu le temps de l'aborder, mais au travers d'un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement. Je vous avoue que je n'en avais jamais entendu parler. Ça existe depuis 2013. J'ai fait le tour un petit peu auprès de certains de mes collègues. Un ou deux connaissaient ce sujet, ils ne l'ont jamais vu utiliser. Alors, ça ne signifie pas que le sujet de l'environnement n'est pas traité, notamment sur tous les endroits où c'est en lien avec les conditions de travail, où c'est en lien avec les risques industriels.
mais j'ai envie de dire, le modèle qui avait été retenu dans le Code du travail, qui est un peu le CSE lanceur d'alerte, il y aura un problème de pollution, il irait voir la préfecture pour dire « oulala, ça ne va pas ». Je pense que ce modèle-là n'a pas trop fonctionné et vous comprendrez assez facilement pourquoi. Par contre, ces sujets-là, lorsqu'il y a des problématiques de risque industriel, notamment sur les plateformes chimiques, fait partie du dialogue social et déjà abordé, mais pas, je pense, sous cette forme-là, parce que autant un droit d'alerte quand la santé des salariés est mise en danger, j'ai envie de dire, ça fait partie des choses pensables. Le droit d'alerte en allant à l'extérieur, mettre sur la place publique ce type de considération. Les CSE, assez naturellement, essayent plutôt de les traiter, de les aborder, mais plutôt en interne. Alors, cela étant dit, le sujet de l'environnement, nous, on le voit monter depuis allez, j'ai envie de dire 2-3 ans, de plus en plus fortement. Alors là, attention, quand on parle environnement, peut-être que quand on a tendance à confondre pollution et climat et carbonation et carbone. Et depuis 2-3 ans, là où on en entend plus parler, ce n'est pas tellement sur des pollutions. D'ailleurs, c'est un sujet quand même, la pollution, et M. Rest nous a montré les résultats qu'il a pu obtenir sur sa plateforme. J'ai envie de dire, la pollution en France, quand même, globalement, sur les sites industriels dans les 10-20 dernières années, a baissé. Hein, ça fait... Mais depuis 2-3 ans, on n'est pas sur des pollutions traditionnelles, on est sur les enjeux climatiques, donc le carbone, qui est un sujet un petit peu plus compliqué d'ailleurs, parce qu'on en émet tous. Toute activité humaine d'une façon ou d'une autre, là, face à notre ordinateur par exemple, tous les serveurs qui vont autour, etc., émettent du carbone, comme vous le savez. Et donc le sujet qui monte depuis 2-3 ans, c'est autour du carbone et de la transition énergétique. Alors, le driver principal de toutes ces transformations, c'est à chaque fois, moi c'est celui que je vois, c'est le droit. Hein. Alors, pas le droit du travail, nous on est sur l'aval, pas sur l'amont, mais c'est parce qu'il y a une directive sur le CO2, c'est parce qu'il y a une directive sur toutes les motorisations automobiles depuis 2-3 ans, qui montent en puissance et qui commencent à avoir un impact économique très fort, à tel point qu'aujourd'hui, moi, je vais vous citer quelques exemples, mais par exemple, un des secteurs sur lequel je travaille pas mal, la sidérurgie. Dans la sidérurgie, aujourd'hui, on ne peut plus faire de CSE sans parler du carbone. Hein. C'est la stratégie de l'entreprise aujourd'hui, la moitié de la stratégie de l'entreprise, c'est la décarbonation. De toute façon, le sujet aujourd'hui est sur la table et depuis que le carbone est passé en 2 ans de 8 € par tonne de carbone émise à 50, 60, 70 € par tonne de CO2 émise, ça devient un sujet majeur. Alors, une façon peut-être de rebondir, à un moment donné, quand Tania vous présentiez, vous parliez des conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Alors, en tout cas, par exemple, je vais prendre cet exemple concret. Dans la sidérurgie, je peux vous dire que tous les élus du personnel connaissent la quantité de CO2 émise par une tonne d'acier. Voilà. Donc, les conséquences environnementales, en tout cas climatiques sur le sujet, ils le connaissent. On leur en parle beaucoup. Et puis, ils sont au courant que c'est à peu près 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier dans les hauts fourneaux. Ils savent que c'est 5% des... je pense vraiment que si on leur posait la question, ils vous répondraient aussi rapidement que moi. Hein. Ils savent que c'est 5% des émissions de CO2 en France, la sidérurgie. Donc, ils sauraient très bien vous répondre. Donc, ils connaissent les conséquences au moins environnementales et climatiques de ces sujets. Le vrai sujet aujourd'hui, hein, je pense que ce n'est pas tellement les conséquences environnementales de l'activité des entreprises, en tout cas pour le cas que je cite, c'est plutôt, si on veut reprendre le mot conséquences, c'est les conséquences sociales de la transition énergétique. C'est ça le gros sujet qu'on a devant nous, plus que les conséquences environnementales. Voilà, dans la sidérurgie, l'enjeu, il est double. Le premier, c'est de garder une sidérurgie,
Parce qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui fait peser légitimement, qui fait peser un prix au CO2, mais néanmoins, on n'a pas du tout de mécanisme prévu pour faire qu'un acier qui viendrait d'un autre continent ou qui viendrait de Russie, alors là c'est un peu moins d'actualité depuis un mois, mais qui n'est pas soumis à cette législation. Et là, on voit bien sur ce cas précis, c'est qu'on a déjà un dispositif environnemental qui existe, qui commence à avoir un impact, qui est légitime et qui est bienvenu, d'ailleurs qui est très peu critiqué par les représentants du personnel, hein. Mais c'est qu'on n'a pas un mécanisme, alors on en parle, hein, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais on ne l'a pas encore. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on en parle et il est long à émerger. Et l'enjeu à moyen terme, c'est que cette décarbonation puisse se faire avec de l'emploi. Et donc, derrière, il y a ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour qu'il y ait encore de l'emploi qui aille donc qu'il y ait encore de l'emploi dans la sidérurgie. Le deuxième point, c'est pour décarboner, il va falloir refaire complètement les sites, quoi, concrètement à peu près. C'est que des outils industriels nouveaux, donc vous imaginez en termes de conséquences sur l'emploi et les compétences. C'est vraiment des outils qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est des sujets importants, et donc les sujets là qui sont posés, c'est un peu le cadre juridique pour qu'il y ait encore de l'emploi sur une sidérurgie verte, et puis les investissements colossaux qui vont être faits. Le deuxième secteur un peu similaire, alors pas similaire, mais dont on connaît tous, c'est l'automobile. Donc là aussi, automobile, on est quand même drivé par des changements législatifs très importants. L'électrification, c'est avant tout, évidemment, il y a une préoccupation écologique à la base, une préoccupation de décarbonation à la base, mais ce qui fait que l'automobile est en train de vivre une révolution. Ça a commencé, ça va continuer dans les prochaines années. C'est le changement législatif. C'est clairement pas pour des raisons économiques. On n'y serait pas allé spontanément s'il n'y avait pas eu ce cadre juridique. Donc là aussi, les conséquences sont colossales. Hein, sont colossales. Elles peuvent être rapides. Vous voyez le diesel qui est passé en 2-3 ans de 55% des ventes à 20% des ventes. Donc, pour quelqu'un qui produit essentiellement des pièces qui vont dans des moteurs diesel, je ne sais pas si vous voyez, en 2-3 ans, c'est un effondrement de son marché par 2 ou par 3. Donc là, la question que ça pose quand même, et celle-ci, je ne pense pas qu'elle puisse se résoudre, je pense qu'on en a parlé un peu, et ça je partage tout à fait, elle ne peut pas se résoudre qu'au niveau de l'entreprise. On est sur la question du rythme de la décarbonation. On est sur la question de l'impact quand on met en place ce type de directive sur le social. Et ça, le bon outil, lorsque la loi est faite, qui va donc décider, la directive en l'occurrence, qui va décider du rythme, qui va décider de l'ampleur, c'est un dialogue social qui ne se situe pas au niveau de l'entreprise, mais qui se situe au niveau sectoriel, au niveau national, au niveau européen. Là, c'est intéressant. C'est un cas sur l'automobile où on a quelques cas où c'est nous, avec les élus, qui disons à la direction, alors qu'est-ce que vous allez faire? Et où, quand je me rappelle, il y a encore 2 ans de ça, une direction qui m'expliquait, mais non, le diesel, vous inquiétez pas, monsieur Duchamp, il y a encore un avenir, il n'y a pas de souci. Bon, depuis, on est passé de 40 à 20%. Je ne sais pas s'il était réellement dans le déni ou s'il ne voulait pas aborder le sujet. Mais vous voyez le type de sujet que ça peut engendrer autour d'une table de CSE, parce que si votre marché se réduit par 2 ou 3 de façon très rapide, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait des pertes d'emploi assez importantes derrière. Un troisième exemple, peut-être avant de finir, c'est un exemple positif, parce que je pense que la décarbonation et puis et tous les sujets dont on parle, il y aura quand même des opportunités économiques dont on parle moins, mais qui ont
qui peuvent permettre justement à d'autres types d'emplois d'émerger, c'est la papeterie de Chapelle d'Arblay. Alors la papeterie de Chapelle d'Arblay, c'est une papeterie qui est vieille, qui a plus de 100 ans, qui était amenée à fermer. Le groupe finlandais propriétaire de cette papeterie qui faisait du papier journal. Donc évidemment, on lit de moins en moins on lit tout autant de journaux, j'espère, mais plus de la même façon, plus sur du papier. Donc le marché s'écroule. Donc à un moment donné, il dit je ferme mon site. Et avec les représentants ce qui est intéressant, c'est que les représentants du personnel, alors très vite, j'ai envie de dire, oui, quand même assez vite, ont compris que s'ils voulaient en tout cas être crédibles vis-à-vis des pouvoirs publics, l'actionnaire finlandais, il n'y avait pas grand-chose pour le convaincre. Il ne voulait pas aller vers d'autres types de marchés, ce n'était pas dans sa stratégie. Donc l'acteur qu'il fallait essayer de convaincre, en l'occurrence, c'était plutôt les pouvoirs publics. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les représentants du personnel se sont emparés de l'argument écologique. Voilà. Ils ont dit, écoutez, sur ce site, on fait du papier journal à partir de papier recyclé. Demain, si on n'utilise plus ces papiers journaux, ils vont partir quelque part en Chine, ils vont partir quelque part en Allemagne pour alimenter d'autres types d'industries. En l'occurrence, aujourd'hui, ce type de papier va être réutilisé beaucoup dans un marché en croissance qui est le packaging, du carton, pour faire du carton. Ce qui devenait un peu une aberration en termes écologiques de récolter les vieux papiers sur le bassin de la Seine pour derrière les exporter loin pour être transformés en papier carton, pour qu'ils reviennent ensuite chez nous lorsqu'on se fait livrer des produits. Donc assez vite, en tout cas, ils ont dit OK, pour le papier journal, c'est terminé, on l'a bien compris. Mais la transition, on a une entreprise qui est vertueuse parce qu'elle recycle le papier en local et on peut aller sur des marchés, remplacer certains packaging en plastique, en packaging en carton. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en tout cas, les représentants du personnel se sont emparés de cette problématique et ont plutôt essayé de la reprendre dans leur argumentaire. Voilà. La bonne nouvelle, a priori, c'est que la papeterie devrait être prise. Finalement, il y a un projet qui est en train de se faire justement autour de PPO, de papier pour onduler. Ça a été très long, très compliqué. Ça n'a pas été une mince affaire, mais ça montre qu'il y a des... qu'il y a des opportunités. Et je pense que oui, c'est vrai que le fait que les représentants du personnel s'emparent de la problématique et la retournent de façon positive pour l'emploi est plutôt un bel exemple. Pour conclure d'ailleurs, c'est vrai que j'ai assez peu, moi, ça aussi c'est plutôt pour finir sur des mots positifs, les représentants du personnel français, j'en ai rarement vu, qui étaient dans le déni ou dans le dire c'est un problème qu'il ne faut pas aborder. Quoi. Dans la sidérurgie, on aborde le sujet des émissions de CO2 et je n'ai jamais entendu dire ce n'est pas grave, ces histoires de réchauffement climatique, que sais-je. Ça peut peut-être paraître une évidence, mais pour avoir fait une formation pour un comité européen il y a peu, qui était sur le thème, c'était une formation sur le thème de la décarbonation. Je me suis pris de plein fouet, en l'occurrence, nos amis polonais et tchèques, et eux, leur argumentaire, c'était pas de dire mais comment on va faire, c'était de dire mais qu'est-ce que vous racontez là, comment est-ce que vous pouvez le prouver, qu'on était vraiment totalement dans le déni, ce qui choquait énormément les représentants français. Voilà. Donc c'est quand même des sujets sur lesquels je pense les représentants des salariés français sont prêts à aller et vont déjà en partie moins. Merci
beaucoup, Monsieur Portier. Alors, il est déjà 19h15, mais il nous reste encore un petit peu de temps, parce qu'on s'était dit jusqu'à 19h30 pour avoir des échanges. Moi, j'ai trouvé, alors bon, hein, voilà, on est parti du problème du tableau juridique pour arriver à la vraie vie, tout en jamais s'éloignant du droit. Moi, ce qui me frappe énormément dans tous les propos que vous avez quand même tenus, vous quatre, hein, c'est qu'on n'est pas du tout dans une approche, une approche grave, hein, je trouve, une approche stratégique de la question. C'est-à-dire que finalement, aucun d'entre vous n'a parlé de… Tout à l'heure, le mot greenwashing a été évoqué. Hein. Vous n'avez pas parlé des chartes d'achat, des appels d'offres qui pourraient être faits dans les entreprises avec des critères environnementaux, des services de covoiturage ou des politiques de learning expeditions, de sensibilisation des salariés. Vous êtes allé au cœur du sujet, c'est-à-dire chacun d'entre vous quand même a abordé les choses sous un angle vraiment stratégique, qui parfois, d'ailleurs, vous l'avez tous dit, dépasse strictement l'entreprise. Donc, moi, je note au moins ce point commun, hein, c'est-à-dire que vous avez une exception assez… donc, grosso modo, la compétence du CSE n'est pas vue par vous comme quelque chose, comme une cerise sur le gâteau et quelque chose dont le CSE pourrait s'occuper en plus du reste, mais véritablement comme quelque chose de stratégique. En tout cas, c'est la lecture moi, que je fais de vos interventions respectives. Il y a peut-être une question, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient envie de réagir aux propos des uns et des autres. Il y avait une question comme qui a été posée tout à l'heure que je trouve intéressante, que je vois dans le chat. Que penser de la feuille de route de décarbonation de la chimie adoptée par les partenaires sociaux? Et savez-vous pourquoi la CGT n'a pas souhaité le signer? Alors, je ne sais pas qui saurait répondre à cette question et si quelqu'un a des éléments. Mais en tout cas, il y a deux questions hein, dans la question. Que penser de la feuille de route de décarbonation de la chimie adoptée par les partenaires sociaux? J'avoue que je n'en connais pas le contenu, donc je ne saurais pas m'exprimer dessus. Et savez-vous pourquoi CGT ne l'a pas signé? Je ne sais pas si on a des éléments de réponse, si quelqu'un veut prendre la parole parmi vous ou non, ou sinon, si quelqu'un d'entre vous veut intervenir par rapport aux propos d'un de nos intervenants précédents. Quand je dis parmi vous, parmi nos interlocuteurs. Je ne vois personne se précipiter sur la feuille de route des partenaires sociaux. Moi, sur la feuille de route, j'avoue ne pas connaître. Je ne sais pas où elle a été élaborée. C'est dans le comité stratégique de filière, j'imagine, mais je ne suis pas sûr. Peut-être M. Red a des éléments, je ne sais pas. Je sais que la décarbonation est quelque chose de stratégique pour l'ensemble de la filière. Ça, c'est une évidence, hein, comme on l'a vu pour d'autres filières, mais je pense que c'est encore plus dans une industrie qui utilise beaucoup l'énergie. C'est vraiment important d'arriver à décarboner le plus possible. Après, pourquoi la CGT n'a pas signé ça, j'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. La CFDT l'a signé. Oui, c'est ce que je vois dans le chat. Ce que je sais, c'est que très clairement, au niveau des partenaires sociaux, au niveau des entreprises, on a une… que ce soit avec la CGT, la CFDT, la CGC, CFE-CGC, etc. Et avec les organisations syndicales, quand on est sur le terrain, il y a un bon niveau de discours social et de bons niveaux d'échange. Parce qu'on est vraiment sur le concret, sur le concret et sur la pérennité de l'entreprise. Et là-dessus, l'environnement, pour moi, ne doit pas être un sujet de conflit, mais plus un sujet de partage et de travail en commun. Et c'est ce qui se passe. Hein. J'avoue que on peut être en désaccord sur d'autres positions, mais sur ce point-là, pour l'instant, avec nos organisations syndicales, on fonctionne bien. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle quand même d'entreprise. Encore une fois, je l'ai dit, hein, on l'a assumé complètement en invitant une entreprise de la chimie. C'était pour avoir des entreprises qui sont au cœur de ces problématiques-là. Vous avez parlé de la sidérurgie aussi. On se disait avec M. Portier un autre jour, quand on préparait la séance, que toutes les entreprises n'étaient quand même pas soumises de la même manière à ces problématiques-là. C'est-à-dire que là, on est vraiment des entreprises pour lesquelles c'est le modèle économique qui est en discussion, qui est en cause. C'est même l'industrialisation du pays. Mais il y a aussi toute une série d'entreprises qui sont très éloignées, en tout
tout cas a priori, dans une première approche de ces questions, hein, les entreprises du secteur tertiaire ou une série enfin, toutes les autres activités pour lesquelles ça peut paraître plus secondaire. C'est quelque chose que vous avez analysé, M. Portier, vous, de votre côté, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment un sujet qui ne concerne que les grosses entreprises dont le modèle économique est impacté? Non, je pense que celles dont le modèle économique est impacté, elles ont à s'en soucier. Si elles ne s'en soucient pas, elles ne pourront même pas le regretter parce qu'elles n'existeront plus. Pour les autres, c'est différent. En fait, ce qui se passe, c'est que la décarbonation du process, que ce soit un service ou une industrie, peu importe, reste important, mais en termes de… Mais là, Philippe nous en dira plus. C'est pas Philippe Portier, c'est Philippe Duchamp, de Secafi. Il y a eu une petite erreur tout à l'heure, mais c'est pas grave. Nous en dira plus, mais comme c'est pas un poste de dépenses premier et que c'est pas là où on a le plus d'économies à faire, c'est pas le sujet qui est regardé prioritairement. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir des impulsions et des directives pour aller dans ce sens-là. Sinon, ça ne se fera pas naturellement. Monsieur Duchamp, vous vouliez peut-être réagir par rapport à ça, parce qu'en fait, effectivement, c'est quoi demain la consultation d'un CSE sur ces questions-là, indépendamment. Donc là, je crois qu'on a bien vu que pour les entreprises qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure, le sujet, il s'impose, quoi. Il est là de toute évidence. Mais dans toutes les autres entreprises, est-ce que ça va être une consultation, encore une fois, à l'IBI ou qui se fera de temps en temps, ou est-ce que vous pensez qu'elle peut être outillée de manière beaucoup plus permanente? En tout cas, moi, j'ai eu un cas récent, c'était une entreprise, une banque en l'occurrence, qui demande finalement, qui s'intéresse à la stratégie de l'entreprise pour baisser les émissions de toute son activité informatique. Donc voilà, donc déjà, ça demande de les quantifier. Alors, ce qui commence à être quand même être fait par beaucoup les grandes entreprises aujourd'hui, leurs émissions de CO2, elles commencent à les connaître quand même. Hein. Mais vous voyez, là, on n'était pas dans un… Donc là, on était plutôt dans de la conscience citoyenne de ce que les banques encore aujourd'hui sont pas… Alors, après, elles peuvent vouloir communiquer sur le thème. Nous, on est une banque qui émet peu de CO2, etc. Mais elles ne sont pas encore soumises à… C'est pas ça qui remet en cause leur modèle, comme les exemples qu'on a cités. Mais on peut avoir ce type de considération, donc d'intérêt quand même, y compris dans d'autres secteurs. Après, alors, je m'éloigne un tout petit peu du sujet, mais pas complètement. La stratégie de l'Union européenne, là, je crois que c'est moins 55%. C'est énorme, c'est colossal. Je pense qu'on n'a pas compris encore l'ampleur de ce qui est à faire. Ça touche, si on prend au sérieux ce qui est dit, si on prend au sérieux la cible de moins 55%, et qu'on dit on fait ce qu'il faut pour l'atteindre, c'est pas seulement en allant chercher les gros émetteurs type la sidérurgie qu'on y atteint. Ce que je veux dire par là, c'est que pour atteindre ce type de cible, ça remet en cause plein d'habitudes, plein de modes de développement. Alors pourquoi je dis ça, j'ai eu là récemment, pour la première fois, lié au fait que le prix du pétrole augmente. Et on sait que si transition énergétique il y a, si on va vers du moins 55, le prix de se déplacer va augmenter. Et c'est la première fois que je l'ai vu posé comme ça par des représentants du personnel. C'était, mais où habitent finalement nos salariés par rapport au lieu de travail, parce que, et ce qui était intéressant, c'est qu'il l'interrogeait alors qu'on était en train de dire, c'est une entreprise en l'occurrence qui a besoin de beaucoup recruter, finalement de réinterroger la politique de recrutement en se disant où faut-il qu'on recrute ? Parce que donc voilà, c'était la première fois que je voyais poser cette question. C'est finalement jusqu'où faut-il qu'on recrute si on veut que ça soit. Alors là, en l'occurrence, eux
le penser socialement parlant, avec le prix de l'essence et au niveau de salaire où ils sont. Vous ne pouvez pas faire les 50 km dans un sens, 50 km dans l'autre sens le soir. Mais voyez le type de questions qui sont totalement nouvelles. Et j'ai envie de dire, si on veut atteindre les 55%, c'est ce type de questions totalement nouvelles qui réinterrogent un paquet, je veux dire, de façons de voir qui peuvent être remises en cause. Merci. Comme on est une association française de droit du travail, on va donner la parole en dernier à Tania, juriste, parce qu'il faut quand même bien qu'on ait peut-être une conclusion. J'ai vu quand même qu'il y avait quelques questions qui pouvaient aussi éventuellement être reprises à son compte. Je ne sais pas si Tania voulait réagir, mais en tout cas, il y avait aussi une question je ne les vois sur… pas très bien. J'arrive pas à Alors, lire les je vais questions en lire entier. deux. Il y en a une qui est: quels sont les acteurs pour prendre en charge les expertises CSE sur les sujets environnementaux? De quelle expertise parle-t-on? Savez-vous si l'intégration des questions environnementales se fait au détriment d'autres ou pas, étant donné que les moyens du CSE ne sont pas augmentés proportionnellement? Vous y avez déjà fait allusion tout à l'heure, mais donc vous pouvez réagir de manière générale, peut-être, Tania. Oui, il n'y a pas de moyens supplémentaires pour le CSE. Donc, et puis, s'agissant de quel type d'experts, on a un peu répondu, je pense, Philippe Duchamp et moi, à cette question. Moi, je voudrais peut-être finir sur un étonnement. Je suis étonnée on a l'impression en vous écoutant, mais je suis celle d'entre vous qui est le plus loin de la pratique, de cette idée que finalement la prise en compte alors je suis d'accord avec Philippe Duchamp que c'est des conséquences sociales des mesures prises dans le cadre de la décarbonation qui finalement vont être l'objet des tensions. Je pense qu'en finalement, à travers l'expression conséquences environnementales, c'est tout ce cheminement qui est visé. C'est la prise en compte des conséquences environnementales. Conjurer les conséquences environnementales requiert de changer la trajectoire des entreprises, leur objet, leur activité, et ça a des effets sur les emplois. Je pense que c'est finalement ça qui visait. Moi, je crains quand même que la consultation du CSE sur des questions aussi stratégiques ne se fasse pas de manière aussi apaisée et consensuelle et que vous avez l'air de le décrire. Et ce, d'autant plus que ces conséquences environnementales doivent être… les informations ne doivent pas seulement porter sur la France, mais plus généralement, je pense, sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et si on relie les prérogatives du CSE à la question du devoir de vigilance, il y a à la mise en œuvre d'un plan de vigilance qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur pour les grandes entreprises. La manière elles vont devoir quand même exposer un certain nombre d'informations sur leurs activités et informer et consulter les représentants des travailleurs sur ces activités. Et je ne suis pas sûre, et donc les consulter sur les orientations stratégiques, je ne suis pas sûre que ça se fasse de manière aussi… dans cette synergie que vous avez l'air de décrire. On n'a pas dit que ce serait simple. On a dit que fallait le faire. Non, mais c'est différent. Oui, ça, je suis d'accord. Mais Philippe Duchamp disait qu'il rencontrait quand même beaucoup de directions d'entreprises qui étaient conscientes qu'il fallait le faire. Est-ce que pour autant elles sont prêtes à partager, à discuter les options choisies pour fermer telle activité, en créer d'autres, délocaliser certaines, etc. Je m'interroge quand même. On a certains exemples, Total par exemple, à Grand Puy, où ça n'a pas été… Elle n'est pas forcément l'entreprise qui est le plus dans la transition, qui a pris le virage de la transition énergétique de la façon la plus… Après, ce que j'ai dit, c'est que, j'ai quand même cité un exemple d'entreprise qui était dans le déni, où c'était les représentants du personnel. Et voilà. Donc ça existe. Après, non, derrière tout ça, il y a des conséquences sociales énormes. Et ça fait des sujets énormes. J'ai cité le moteur diesel. J'ai cité la sidérurgie, l'enjeu de la sidérurgie. Je pense sincèrement, s'il n'y a pas un mécanisme de protection aux frontières, je pense que c'est la moitié de la sidérurgie européenne qui peut disparaître. Donc, ça fait des sujets… alors après, à un certain moment, ça fait des sujets où il peut y avoir convergence. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, les syndicalistes le disent, mais les sidérurgistes le disent aussi, ça. Les deux le disent au pouvoir public. Si on ne fait pas un mécanisme d'ajustement aux frontières, ça va être ça va faire mal, quoi. Donc, en tout cas, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, parce qu'il y a, même quand les entreprises commencent à aller dans cette direction,
c'est à quel rythme, c'est avec quels moyens. Donc ça fait des sujets qui sont colossaux et qui ne seront pas simples à gérer, quoi. Alors, écoutez, il est 19h29, on s'était fixé comme objectif d'arrêter à 19h30. Moi, il y a quand même quelque chose qui, encore une fois, qui me frappe dans la fin de cette séance, c'est que si on avait au moins une question à laquelle on a répondu, si on avait un doute sur l'opportunité, au début, on se posait la question quand même de est-ce que finalement le CSE, il a bien vocation à s'intéresser à ces questions-là? Est-ce que ce n'est pas quelque chose en plus, un truc? Je crois quand même qu'on a répondu au moins à cette question-là. On est assez convaincu du fait que c'est vraiment un sujet extraordinairement important et que par contre, évidemment, tout est devant nous et la manière dont les entreprises vont s'en emparer, les partenaires sociaux vont s'en emparer va être essentiel. Mais on voit bien comme que le sujet, moi, j'ai plus de doute en vous écoutant tous, sur l'opportunité de l'avoir mis dans les compétences du CSE. Je voulais conclure en vous remerciant évidemment infiniment d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on a encore beaucoup de participants qui sont en ligne, donc je pense que vous avez intéressé tous nos auditeurs et donc je vous remercie, je pense, pour eux. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter parce qu'on ne fait que démarrer ce grand sujet qui est devant nous. Bonne soirée, à très bientôt Merci pour une beaucoup. prochaine séance. Bonne Merci soirée. Au beaucoup. revoir, Bonsoir. merci Au infiniment. revoir. Bonsoir.